En manchette ce soir, coup d'envoi des travaux d'électrification à Kitchisakik. Des représentants de Québec, Hydro-Québec et du Conseil Anishinaabeg présents pour l'occasion. Un des plus grands projets de développement aéronautique pour Avionnerie Val-d'Or. Et où iront les 200 ménages de la zone tampon à Rouyn-Noranda? Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. Un an et demi après l'annonce de l'électrification de la communauté autochtone de Kitchisakik, les travaux sont officiellement commencés. Yohann Carrière s'est rendu au lancement qui regroupait plusieurs acteurs du projet. C'est un grand jour pour Kitchisakik qui se rapproche à nouveau du branchement de son réseau électrique. Annoncés en mai 2022, les travaux du projet à Nimiki-Chikoté ont officiellement été lancés mardi matin. C'est de répondre à une chose, une fierté. C'est de voir qu'on peut répondre maintenant à un des besoins qui est primaire, c'est l'électrification de nos maisonnées. On est très fiers d'être à Kitchisakik pour démontrer que le premier poteau, c'est très symbolique, mais on sait que les maisons sont prêtes, on voit ici. Alors, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour la communauté. C'est une bonne nouvelle pour le Québec aussi. Je pense avoir la réaction des gens ce matin, parce qu'il y avait plusieurs chefs, des grands chefs qui étaient avec nous. C'est symbolique, les gens l'attendaient, les gens sont heureux. C'est un changement qui est majeur. Les travaux sont déjà entamés. Environ la moitié des maisons visées par le projet ont été mises à jour en vue du branchement et sont prêtes à recevoir de l'électricité. Tout pour qu'est-ce qui est l'approvisionnement, les installations, les équipements, ça, on est tout correct à ce niveau-là. Puis une fois qu'on va être avec la communauté, travailler aussi pour le réseau basse tension qu'on appelle, là, pour tout le raccordement avec les maisons. Puis ça, c'est déjà bien avancé, déjà 50 maisons qui sont prêtes à recevoir, déjà là, qui ont l'entrée électrique de converti pour pouvoir accueillir le nouveau réseau de basse tension, hydro. Le chef de Kitchisakik, Régis Penosoué, indique que le plan de relocaliser sa communauté est toujours dans les cartons. Si le tout venait à se concrétiser, le nouveau service électrique pourrait également desservir le nouveau site. On veut déménager, mais c'est sûr qu'il fallait répondre aussi à un besoin criant de nos membres à l'heure actuelle ici pour la communauté. Avec n'importe qui sur le long du réseau, le long de la 117 par exemple, le réseau aura la capacité de pouvoir les raccorder là, aux besoins s'il y aurait une demande à ce sens-là. Mais pour le projet, nous, la destination, on voulait, c'est vraiment la communauté ici. Là, puis on a déjà prévu les croissances futures par rapport à ça. Kitchisakik attend depuis longtemps le branchement du réseau électrique. Hydro-Québec et le gouvernement assurent qu'il ne devrait plus y avoir de délai supplémentaire. La communauté aura son électricité en 2025. Hydro-Québec est dans les temps requis, déjà depuis quoi, c'est annoncé il y a un an et demi. À date, pendant M. Tellier, tout va dans l'ordre. En 2024, on va être en mesure de pouvoir planter les premiers poteaux pour être capable par la suite là, de tout faire la ligne puis toute la quincaillerie nécessaire au réseau de distribution de moyenne tension pour la mise en service en 2025. Yohann Carrière, RNC Nouvelles, Kitchisakik. Dans le dossier de la qualité de l'air, c'est à 19h30 que les résidents touchés par la future zone tampon de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda auront plus de détails sur la démarche de relocalisation. D'ailleurs, notre journaliste André Audet est justement au briefage technique du ministère des Affaires municipales qui est réservé aux médias. Bon, pour l'instant, aucune information ne peut être donnée sur la démarche de relocalisation car il faut attendre que les citoyens touchés aient assisté à leur rencontre prévue d'ici 1 heure au centre de congrès de Rouyn-Noranda à proximité du quartier Notre-Dame. Pour l'instant, on sait qu'il y aura des représentants du gouvernement du Québec, de la ville de Rouyn-Noranda, mais aussi de la fonderie Horn. Avant même aujourd'hui, on sait que la ville a déjà ciblé des secteurs pour l'aménagement de nouveaux quartiers résidentiels, notamment sur le chemin Sénator. L'administration de la mairesse Diane Dallaire a confirmé hier soir avoir octroyé un contrat à la firme Domus Développement pour élaborer un concept d'aménagement d'un quartier résidentiel là-bas. Interrogé évidemment de savoir si la fonderie Horn allait, oui ou non, aborder son plan d'acquisition des propriétés de la future zone tampon. On nous a répondu plus tôt aujourd'hui que l'entreprise allait pouvoir répondre à des questions là-dessus ce soir. Et on sait aussi, on a rejoint aujourd'hui le comité des propriétaires de la zone tampon, Marie-Ève Duclos, pour savoir un peu à quoi elle s'attend. Et bien, c'est sûr qu'elle affirme vouloir obtenir les réponses qu'elle et ses concitoyens n'ont toujours pas obtenues, au moins des débuts de réponses. Madame Duclos mentionnait aussi qu'elle veut que le ministère des Affaires municipales confirme ce soir que la relocalisation des 200 ménages se fasse à coût nul, qu'on pense au déménagement, à la location du nouveau lieu d'habitation. On reste à Rouyn-Noranda puisque la ville relance son projet de centre multisport 5 ans après avoir essuyé un refus de financement de la part de Québec.
l'administration municipale déposera d'ici quelques semaines une demande de financement au gouvernement du Québec par l'entremise du nouveau programme d'aide financière du sport, du loisir et du plein air. Pour l'instant, une surface synthétique, un gymnase double, une palestre de gymnastique et 3 couloirs de course sont prévus dans les plans d'aménagement. Toujours à Rouyn-Noranda, c'est le tour de la mairesse Diane Dallaire de faire un bilan de mi-mandat. Et malgré les défis reliés au dossier de la fonderie Horn, la mairesse est plutôt satisfaite de ce qu'elle a accompli jusqu'à présent. Explication de Kimberly Hall. Durant les 2 dernières années, la mairesse Diane Dallaire est fière, entre autres, de pouvoir offrir le transport collectif gratuit depuis le mois de mai dernier. Il y a aussi d'autres projets comme la mise en place de nouveaux comités, comme le comité de logement, qui a pour but de trouver des pistes de solutions afin de lutter contre la crise du logement. Ses prochaines priorités vont être de poursuivre des projets d'infrastructures sportives importantes dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 2024-2025-2026. Plus de 200 millions de dollars vont être investis pour ces projets. Pour le centre aquatique, on l'a dit tout à l'heure, les contrats avaient été octroyés là, pour les firmes d'architecture, d'ingénierie. Et on a ce soir aussi, étant donné qu'il y a le programme du PAFIR SPA qui, la date d'échéance étant le 5 décembre, bien, on a annoncé ce soir, on a autorisé ce soir le dépôt d'un projet de centre multisport. Bref, la santé de nos gens, c'est important et que nos gens soient actifs, bougent, avoir les lieux qu'il faut pour ça, bien, c'est une priorité pour nous. Alors ce soir, on a quelques résolutions en ce sens. Pour l'instant, une surface synthétique, un gymnase double, une palestre de gymnastique et 3 couloirs sont prévus dans les plans d'aménagement pour pallier au manque de plateaux sportifs. Elle n'a pas oublié ses autres promesses également. J'avais aussi l'engagement, comme vous dites, de créer une fondation, puis il y avait aussi la création, la mise sur pied d'un conseil jeunesse. Puis, bien, il y a du travail qui se fait. Comme je vous dis, avec le dossier de la fonderie, le temps nous manque des fois, mais avec le conseil jeunesse, on a déjà des discussions avec le centre de services scolaires. Et j'ai des discussions aussi pour la mise sur pied d'une fondation, mais c'est pas simple. Mais on continue à... Mon but, c'est de réaliser mes engagements. En demandant à la mairesse si elle souhaite se représenter à nouveau pour les élections de 2025, Diane Dallaire a répondu qu'il est trop tôt pour confirmer, mais elle va tenir la population au courant en temps et lieu. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et justement, à la question du jour, on vous demandait, jusqu'à présent, est-ce que vous êtes satisfait du travail de votre maire ou mairesse de votre municipalité? Oui, vous avez répondu non à 75 %. Bon, on passe à un autre dossier. Le gouvernement Legault va accorder une aide supplémentaire de 16 millions de dollars à la SOPFEU. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, en a fait l'annonce ce matin à Québec. C'est un investissement qui vise à augmenter et améliorer la force de frappe des équipes en leur permettant d'agir efficacement à chaque étape de la lutte contre les feux de forêt. Une somme de 200 millions de dollars pour le reboisement avait aussi été annoncée la semaine dernière lors de la dernière mise à jour économique. Sur la scène judiciaire, le dossier de James Testa revient au palais de justice de Rouyn-Noranda pour le début de son enquête préliminaire. Ça a commencé lundi et l'enquête va permettre au juge au dossier de déterminer si les preuves déposées par le directeur des poursuites criminelles et pénales pour certains chefs d'accusation justifient oui ou non la tenue d'un procès. On rappelle que l'homme de 55 ans a été arrêté en janvier dernier et fait actuellement face à 33 chefs d'accusation, dont de l'exploitation sexuelle. L'enquête préliminaire se tient jusqu'à vendredi de cette semaine. Et on termine ce premier bloc d'informations avec les gouvernements du Canada et du Québec qui investissent près de 57 millions de dollars pour la couverture cellulaire dans la région Iou-Ichi-Baie-James. L'objectif est d'améliorer la sécurité de la population et les services de télécommunication. Près de 37 millions de dollars seront consacrés à la première partie du projet, qui est d'avoir une couverture de 47 % des 1900 km de routes dans la région. Ensuite, la deuxième phase, au coût de 20 millions de dollars, permettra de construire 46 sites cellulaires le long des routes donnant accès aux communautés. C'est près de 57 millions de dollars à EU Mobilité pour assurer une sécurité, une mobilité des communications. C'est le long de la route Billy Diamond et plusieurs routes transversales. Donc, il va y avoir des tours de sites de communication, des sites cellulaires. Et donc, on est heureux de faire cette annonce-là. L'indice
Coursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. La période des fêtes arrive à grands pas et justement, notre chroniqueuse culturelle voulait savoir si vous êtes plutôt dans l'équipe qui achète les cadeaux à la dernière minute ou si vous vous prenez d'avance les réponses des citoyens qu'on a sondés dans un instant. SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. Les entrepreneurs Samantha Aymon et Tommy Duval ont récemment acquis la résidence pour aînés Le Filon d'Or à Malartic pour un montant de 925 000 $. L'ancien propriétaire André Vezeau a complété cet investissement par une contribution financière de 350 000 $ destinée à l'installation d'un système de gicleurs. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Stéphanie, aujourd'hui, vous êtes allée à la rencontre des gens pour savoir si on commençait déjà à faire les achats du temps des fêtes. Oui, je vous le dis tout de suite, on a eu du gros plaisir. Écoutez, je me suis réveillée ce matin en me demandant tout simplement s'il était trop tôt pour commencer mes cadeaux de Noël. Je vous fais une petite confidence ce soir. À chaque année, c'est immanquable. Je suis dernière minute tellement que je dois acheter mes affaires dans les magasins qui restent ouverts. Il me reste seulement l'option des pharmacies. C'est pas des farces et ça fait que le 3/4 de ma famille se ramasse avec des boîtes de chocolat. Heureusement, on a la dent sucrée dans la famille et cette année, je veux faire différent. On a été tenter le terrain pour voir si les gens avaient commencé leur emplette. Bien sûr, c'est le temps festif qui s'amène. Donc, c'est en plein le moment de faire la tournée des magasins. Exact. C'est officiel. Avec les petits-enfants, là, veulent pas, là, ils ont déjà fait leur liste de cadeaux. Puis c'est ça. Pas pour l'instant, mais j'en ai déjà commencé. On vient d'arriver en novembre, fait que moi, c'est certain que j'irai pas commencer les cadeaux de suite, là. Je vais attendre en décembre. Prends tout d'avance? D'avance? Ouais. Ça va être une bonne idée. Pas encore. Je m'en allais pour voir ça, là. Faut laisser passer l'Halloween et 2, on attend le début de la neige. Et quand la neige est commencée, en tant que grands-parents, on commence les cadeaux de Noël, c'est certain. Est-ce qu'on a commencé à faire les cadeaux de Noël? Non. Bon, je pense que la dernière personne, non. C'est sûr que c'est non. Mais bon. Et Stéphanie, c'est jeudi que les gens sont invités à l'Agora des Arts pour la pièce de théâtre Les Murailles. Oui, Mélissa, cette pièce-là, c'est une pièce de théâtre, comme on vient tout juste de le dire. C'est basé sur le roman du même titre d'Erika Soucy. On raconte l'histoire de l'autrice qui se rend au campement des Murailles pour comprendre la réalité de son père, soit celle d'un travailleur expatrié. Un spectacle que le directeur artistique de l'Agora des Arts, Adam Fauché, se fait un plaisir de nous présenter. Selon lui, plusieurs personnes d'ici pourront se reconnaître dans les déplacements des travailleurs en région. Moi, j'ai plein d'amis, en fait, que leurs copains travaillent justement dans le Nord, qui partent souvent. Ils ont des réalités où ils ont des jeunes enfants. Donc, souvent, la femme, elle va rester à la maison, elle va s'occuper des enfants. Et ça aborde finalement cette réalité-là. Donc, on parle effectivement des travailleurs expatriés, mais on parle aussi de leur famille, les conséquences des familles. En fait, on questionne, en fait, ce mode de vie-là, puis on questionne aussi comme ceux qui restent pendant que les hommes ou que les femmes, parce qu'il y a des femmes aussi qui font ça, qui partent comme qu'est-ce qu'ils doivent affronter finalement un peu seuls pendant que la personne est partie travailler. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont s'y reconnaître, ça c'est certain. Et pour terminer, je vous rappelle que le show Queer a lieu à Lassar ce jeudi pour une soirée qui affiche déjà complète, c'est pas rien quand même. On a une autre date qui est prévue soit vendredi au QG de Rouyn-Noranda pour les intéressés. On s'attend quand même à une très belle soirée sous les rires avec ce spectacle-là qui rassemble les humoristes faisant partie de la communauté LGBTQ+. Bon spectacle! Pierre Turgeon est enfin intronisé au temple de la renommée du hockey. La légende a eu sa cérémonie officielle hier soir à Toronto. Notre journaliste Vincent Tremblay était sur place et nous fait revivre l'événement. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent.
C'est lundi soir à Toronto que Pierre Turgeon est devenu un immortel. Il est le 5e joueur de l'Abitibi-Témiscamingue intronisé au Temple de la Renommée. On en a parlé aujourd'hui à Vincent Tremblay à Montréal cet après-midi. Un accomplissement que peu peuvent se vanter d'avoir réussi. Pierre Turgeon est désormais un immortel. On lui a ouvert les portes du Temple de la Renommée officiellement lundi soir à Toronto. Plusieurs anciens coéquipiers de Turgeon dans la LNH, mais aussi en Abitibi-Témiscamingue. Gina Kingsbury ne voulait rater la soirée, tout comme l'ancien numéro 33 du Canadien de Montréal, Patrick Roy. Il faut dire qu'il s'agit d'une grande cuvée pour le Québec avec les intronisations de Caroline Ouellette, Pierre Turgeon et Pierre Lacroix. Je vous laisse entendre Patrick Roy qui commente l'intronisation au Temple de la Renommée du magicien de Rouyn-Noranda. On est encore proches. Je veux dire, cet été, on a joué au golf ensemble. Puis, je veux dire, on va se voir en Floride cet hiver. Fait que, non, sincèrement, je suis tellement content pour lui. Puis, tu as raison. De voir son talent reconnu, c'est tout un compétiteur. Puis, c'est un gars qui est extraordinaire au niveau de sa vision du jeu, fabriquer des jeux, puis de le voir ici aujourd'hui, beaucoup de fierté pour lui. Après le Temple de la Renommée lundi, la fête se poursuit à Montréal pour Pierre Turgeon. Avant le match de ce soir contre les Flames de Calgary, on va introniser Pierre Turgeon à l'anneau d'honneur. Il va rejoindre des grands comme Jean Béliveau, Guy Lafleur et Maurice Richard. On peut entendre Pierre Turgeon à l'aube de la cérémonie de ce soir. Ben oui, c'est le fun. On s'en va à Montréal, on s'en va profiter de ça. Puis ça rapporte des beaux souvenirs. À chaque fois que je retourne à Montréal, j'aime toujours ça. Là. Fait que, puis la famille va venir, il va y avoir du monde qui va être là aussi, les amis, un peu. Fait qu'on va en profiter. Comme tu dis, là, ça va être une journée, ça va être vite fait, mais on va en profiter, c'est sûr. Nous serons sur place ce soir. Ne manquez pas notre reportage complet demain midi sur la soirée Pierre Turgeon, ici au Centre Bell. Merci Vincent. Toujours dans le monde, oui, du hockey, les Forestiers reviennent à Amos avec une victoire et une défaite. Les hommes de Sean Lanoux étaient en action samedi du côté de Trois-Rivières pour y affronter les Estacades. Malgré une chaude lutte, la troupe amossoise s'est inclinée 4-3. Ils avaient toutefois la chance de se rattraper dimanche dans un match revanche contre ces mêmes Estacades. Les Forestiers n'ont laissé aucune chance à l'équipe Trifluvien et ont remporté la victoire par la marque de 5-1. Et on va parler d'une triste nouvelle puisque Charlie Wachipabano n'est plus malheureusement ancien joueur des Forestiers d'Amos et membre important de la communauté de hockey de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce dernier s'est éteint dimanche soir à l'âge de 41 ans. Il était membre du conseil d'administration de hockey Abitibi-Témiscamingue et figure iconique du hockey dans la nation Cri et sa communauté de Chisasibi. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. La météo, Stéphanie, on peut s'attendre à des ennuagements, oui, pour les prochains jours. Oui, on laisse la neige de côté et on laisse place aux nuages. Pour l'ensemble des secteurs, ce soir et cette nuit, en Abitibi, on a un minimum de -3. Au Témiscamingue, un minimum de 0. Pour demain, pour le nord et le sud, c'est toujours sous les nuages que ça va se dérouler, avec un dégagement prévu en après-midi. En Abitibi, max de 7 degrés. Au Témiscamingue, maximum de 8. Et un aperçu pour jeudi. On a droit pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Témiscamingue à une alternance de soleil et de nuages. Maximum de +4 au nord et +5 au sud. Passez une excellente soirée. C'est gentil. Merci Stéphanie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Demain, on va revenir évidemment sur le certificat que Transport Canada a délivré à Avionnerie Val-d'Or. On va aussi revenir sur un investissement qui a été fait aujourd'hui par Créco, toujours à Val-d'Or. Et on va revenir aussi sur plusieurs points de l'actualité régionale. Je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve demain.